ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Ludivine, donc Deschmaker, un peu compliqué, mais vous pouvez m'appeler Ludivine, ce sera beaucoup plus simple. Et donc j'ai créé Equivégétal, une pépinière en fait spécialisée dans la production d'arbres fourragers pour chevaux. Donc je produis des plants, je commercialise des plants via une boutique en ligne, donc je peux expédier partout en France. Et je fais aussi du conseil sur la plantation et comment aménager vos plantations. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, je peux aussi proposer des prestations. Alors, du coup, ce soir, on va parler un petit peu de l'utilité des arbres fourragers. Alors, il y aurait beaucoup à dire et j'ai dû faire quand même un peu condensé pour arriver à tenir dans le délai imparti. Mais il y aurait vraiment beaucoup à dire dessus. On va essayer déjà d'en voir une petite partie ensemble ce soir. Alors, déjà, il faut savoir que les arbres fourragers, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que peut-être pour vous, c'est nouveau, c'est-à-dire que vous venez simplement d'en entendre parler, puisque c'est en train d'être remis un peu au goût du jour. Mais en fait, c'est une technique vraiment assez ancienne qui était utilisée pour nourrir notamment le bétail dans les fermes. Donc, pas que les chevaux, hein, notamment aussi les ovins, les bovins, les caprins. Et en fait, on a encore des traces de cette technique un petit peu agricole qui est aussi encore utilisée dans de nombreux pays. Donc là, sur la photo que vous voyez en bas, donc on a un arbre qui a été taillé en trogne. Et donc ça, c'est vraiment un des vestiges de l'utilisation des arbres fourragers. Alors, pas que fourragers, c'était aussi des arbres qui pouvaient servir à faire de la vannerie, faire des piquets, du bois de chauffage. Enfin bref, il y avait beaucoup d'utilité à ce type de taille là pour les arbres. Mais là, on s'intéresse vraiment au côté fourrager. Et vraiment, les arbres comme ça, taillés en trogne, c'est vraiment un vestige de cette utilisation du passé. Donc, c'est une technique qui a été perdue avec l'arrivée de la mécanisation et le remembrement. Donc, la mécanisation, à partir du moment où on a commencé à avoir des engins agricoles, des tracteurs, et qu'on a eu la possibilité de faire rapidement, à moindre coût, avec moins de main-d'œuvre, du foin et de pouvoir le stocker facilement, du coup, c'est une technique qui a été un peu mise de côté parce qu'elle prenait beaucoup de temps s'il y avait besoin de couper les branches, etc. Donc, elle avait été mise de côté à l'arrivée de la mécanisation et aussi à cause du remembrement, puisqu'il y a eu beaucoup de haies malheureusement qui ont été arrachées au moment du remembrement. Donc, aujourd'hui, on n'a plus assez de haies pour pouvoir faire enfin, utiliser en tout cas les arbres comme fourrage. Et donc, les arbres fourragers sont en train, comme je disais, d'être mis un peu en avant, notamment dans l'agriculture et dans l'élevage bovin. Donc, on sait qu'elles sont vraiment beaucoup utilisées pour les bovins. Elles sont en train justement d'être remises au goût du jour. Et il faut savoir que c'est quand même une technique qui est utilisée, enfin, qui est toujours utilisée dans d'autres pays du monde aussi pour alimenter les chevaux. Par contre, en France, on n'a pas d'études techniques et très très précises sur les apports que un fourrage de branches, un fourrage de branchage ligneux, pourrait apporter aux chevaux. Donc là, il y a encore des études à faire sur la qualité et la quantité de nutriments que ça pourrait apporter aux chevaux. Mais par contre, ça n'empêche absolument pas d'utiliser les arbres quand même pour diversifier l'alimentation de nos chevaux. Alors, donc comme je disais, à l'heure du changement climatique, on a bien tous conscience que planter des arbres fait partie notamment d'une solution enfin une solution, un levier en tout cas d'adaptation face au changement climatique. Et on est en train de remettre un petit peu en place cette pratique ancestrale. Donc, les arbres fourragers, ils vont avoir un impact, par exemple, sur le microclimat. C'est-à-dire que bah, vous allez pouvoir avoir de l'ombre avec les arbres. Donc là, c'est tout bête, hein, je pense que tout le monde est capable de voir que les arbres vont pouvoir apporter de l'ombre. Et en fonction de l'endroit où vous allez planter vos arbres sur vos parcelles, vous pouvez avoir différents avantages. Si vous plantez une haie plutôt au sud, et ben vous allez avoir toute une partie qui va être à l'ombre et donc qui va éviter à l'herbe notamment de brûler en cas de sécheresse ou de canicule, par exemple. Et si à l'inverse, vous mettez une haie plutôt au nord, vous allez peut-être arriver à couper le vent froid et aussi couper le vent qui va limiter le dessèchement dans votre pâture.
Alors là, je ne sais pas effectivement d'où vous êtes quand vous, d'où vous nous écoutez. Mais en tout cas, je prends le cas parce que je suis des Hauts-de-France. Donc cette année, dans les Hauts-de-France, on n'a pas du tout, enfin, on a été très très loin d'avoir un été caniculaire. Ça a été même très, bon, on a eu de l'automne pratiquement toute l'année. Et justement, les arbres peuvent aussi avoir un intérêt à ce niveau-là, puisqu'ils vont aider à avoir une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. C'est-à-dire que quand il pleut et que vous avez vraiment des fortes précipitations, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est soit il pleut pas du tout pendant très longtemps, soit il pleut beaucoup et en très peu de temps. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué pour l'eau d'arriver à s'infiltrer quand il y a des grosses pluies. Et à partir du moment où vous avez des arbres, en fait, l'eau, elle va réussir à mieux pénétrer dans les sols elle va être conduite en fait par les racines des arbres qui créent en fait des petites failles dans le sol et qui permettent à l'eau de mieux s'infiltrer. Et c'est d'ailleurs pour ça que on peut voir notamment qu'il y a de plus en plus d'inondations, puisqu'autour des champs, il n'y a plus de haies et tout, il y a des grandes parcelles de champs avec de la terre à nu. Et là, on se retrouve facilement avec des coulées de boue en cas de forte pluie. Donc le fait de remettre un peu des arbres dans le paysage va Dans le bruit surtout. aider à une meilleure infiltration dans le sol. Ensuite, il faut savoir que ça va avoir un intérêt intéressant aussi pour l'augmentation de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité, elle va être bien ou elle va être bien accueillie à partir du moment où il va y avoir une importante diversité, justement, floristique. Donc, si vous avez une pâture avec déjà un couvert végétal très diversifié en termes de fleurs, en termes de graminées, etc., ça va être bien pour la biodiversité. Mais si vous venez ajouter à ça des arbres fourragers, que ce soit simplement des haies que vous allez mettre autour de vos parcelles ou des haies de séparation entre différentes parcelles que vous avez sur votre structure, bah, ça va justement apporter encore plus de biodiversité puisque ça va offrir à la faune sauvage le gîte et le couvert. Donc là, ça va être important et quand on sait aujourd'hui la difficulté dans laquelle se trouve la biodiversité, c'est toujours bien de se dire que planter des arbres fourragers, à la base, on le fait effectivement pour nos chevaux, mais ça a aussi un impact plus important finalement. Et donc, pour les chevaux, l'intérêt aussi, c'est qu'ils vont avoir du verre à consommer en période de sécheresse estivale. Donc, ça, vous avez sans doute pu le remarquer, mais bah, quand il y a des fortes chaleurs ou des épisodes de sécheresse, l'herbe a plus de mal à repousser. Vous pouvez avoir des parties dans les parcelles où l'herbe est totalement grillée et n'est plus, enfin, il y a plus rien à consommer. Et par contre, les arbres, eux, généralement restent bien verts. Et du coup, là, les chevaux peuvent avoir une alimentation, enfin, peuvent complémenter leur alimentation en allant manger des feuilles et des jeunes branches qui, elles, vont être une source d'alimentation qui vient pallier le manque d'herbe. Et si on s'intéresse vraiment plus particulièrement à ce que ça peut apporter à vos chevaux, en termes de bien-être et de santé, alors j'ai un petit peu dissocié les deux, alors que pour moi, enfin, de toute façon, les deux sont extrêmement liés. C'était juste pour pouvoir vous lister différents arguments. Donc déjà, il faut savoir que le fait pour les chevaux de consommer du branchage, alors que ce soit comme je dis, hein, soit des jeunes branches, des feuilles, des bourgeons, des fleurs parfois, si on prend le cas des aubépines ou des pruneliers, les chevaux aiment bien manger les fleurs. Parfois les fruits, généralement sur les fruitiers sauvages, il va y avoir aussi des fruits et ils vont apprécier de pouvoir les manger. Et en fait, tout ça, c'est vraiment l'expression d'un comportement naturel. Je pense que vous êtes peut-être tous déjà à un moment donné retrouvés à cheval en forêt avec bah, de l'herbe au sol et finalement vos chevaux préfèrent aller manger, attraper des branches au passage de noisetiers ou de je ne sais quel autre arbre. Mais tout simplement parce que c'est une expression naturelle, c'est un comportement naturel. Donc le fait d'intégrer des arbres fourragers dans vos structures, ça va justement permettre à vos chevaux d'exprimer ce comportement naturel et améliorer le bien-être. Après, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'ombre que ça peut apporter ou l'effet brise-vent que peut apporter, peuvent apporter pardon, les arbres fourragers, notamment s'ils sont plantés en haie, ça va apporter aussi un confort thermique à vos chevaux.
C'est-à-dire que bah, vous allez leur permettre d'avoir un peu moins chaud l'été et un peu plus chaud l'hiver parce qu'ils vont être peut-être coupés des vents les plus froids. Autre point, en fait, ça rejoint un petit peu l'expression du comportement naturel, mais ça permet un enrichissement aussi de leur environnement. Donc après, on voit souvent dans les reportages animaliers, en tout cas sur les zoos, pardon, on voit souvent que les soigneurs, en tout cas, mettent de plus en plus de choses dans les enclos des animaux sauvages pour les aider à les stimuler, pardon, pour les occuper, pour leur donner des choses à faire, pour leur redonner comment dire, la possibilité d'exprimer leur comportement naturel. Donc là, le fait d'avoir des arbres fourragers sur les parcours de vos chevaux, que ce soit juste en bordure de prairie ou le long des pistes, si vous avez un système d'hébergement sur piste par exemple, bah, ça permet aux chevaux d'exprimer leur comportement naturel et de se déplacer pour aller grignoter à droite à gauche quelques branches de différents arbres. Ensuite, donc la partie un peu plus santé, il faut savoir que bah, comme pour nous, c'est important pour les animaux et surtout les chevaux aussi d'avoir une diversification alimentaire. C'est-à-dire que là, le fait de pouvoir consommer des branches, des jeunes branches et des feuilles, ça va participer à la diversification de leur alimentation. En plus de ça, les arbres fourragers ont des vertus médicinales. Donc après, chaque arbre a ses propriétés médicinales, mais ils ont tous pardon, des propriétés médicinales intéressantes pour les chevaux. Et on peut se poser la question aussi concernant l'intérêt nutritionnel. Donc comme je le disais au début, il va encore falloir des recherches poussées pour avoir les précisions très techniques sur les nutriments pardon, qui pourraient être dans les feuilles et dans les branchages. Mais par contre, là où c'est forcément intéressant, c'est que soit votre cheval il va être à l'herbe, on peut lui rajouter du foin, on peut lui rajouter des concentrés, des vitamines, des compléments alimentaires, etc. Mais les arbres, en tout cas les branches, le feuillage, va venir forcément leur apporter d'autres choses puisqu'on n'est pas sur la même base de végétaux. Donc il y a aussi un intérêt nutritionnel à quantifier exactement, ça reste à voir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un intérêt nutritionnel pour les chevaux. Alors là, je vous ai listé quelques espèces fourragères, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, mais lesquelles sont fourragées ou pas. Alors là, je vous ai listé enfin, il y a les deux côtés. Sur la gauche, là où vous allez avoir donc le frêne, le charme, le noisetier, bouleau, etc. Ça, ce sont des arbres fourragers qui vont être assez faciles. Dans le sens où ils sont assez adaptables, que ce soit en termes de nature de sol, ou en termes de climat. Globalement, ils sont assez adaptables à peu près partout en France. Par contre, quand on va sur la droite, où là on va avoir notamment les saules, là ça va être plutôt réservé pour les saules à des terrains plus humides, où il y a quand même une forte pluviométrie, ou en tout cas sinon un sol qui retient quand même pas mal l'eau. À l'inverse, le micocoulier, le mûrier ou le tilleul, eux, seront plutôt à planter dans des sols un peu plus euh, alors pas forcément plus secs, mais en tout cas qui vont être beaucoup plus drainants, c'est-à-dire qu'ils vont pas aimer avoir les pieds dans l'eau. Donc là, après c'est vraiment à voir au cas par cas, c'est assez délicat de dire forcément que ça peut aller partout. Il faut vérifier par rapport à votre terrain, mais c'est une généralité. Il y a aussi des fruitiers qui peuvent être intéressants. Donc là, églantier, l'églantier, je ne sais pas si vous savez, en fait c'est le rosier sauvage. Donc ça, on peut déjà le trouver des fois naturellement dans les haies. Et les fruits sont les cynorrhodons, des petits fruits un petit peu rouges allongés et d'ailleurs qui sont aujourd'hui vendus séchés en complément alimentaire. Donc bah, si vous avez des haies chez vous, vous pouvez mettre des églantiers dans vos haies et vous allez simplement en avoir naturellement. Les chevaux pourront les consommer directement sur pied. Et aussi les petits fruits qui sont tous comestibles, pas forcément très
apprécié par les chevaux, ça dépend des chevaux, mais en tout cas, ça permet, disons qu'il n'y a aucune toxicité pour les chevaux, donc ça permet aussi de ramener de la biodiversité, comme on en parlait tout à l'heure, avec des petits fruits qui vont aussi servir à alimenter la faune sauvage. Ensuite, je vais vous parler des vertus médicinales. Donc, effectivement, chaque arbre va avoir ses propres vertus. Donc là, pour vous donner un petit peu un exemple, je vous en ai cité quelques-uns. Et ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez une parcelle où vous pouvez justement installer différentes variétés d'arbres, c'est que les chevaux vont pouvoir après se servir au gré de leurs envies, de leurs besoins, peut-être de leur goût aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des chevaux qui préfèrent certaines choses ou d'autres, mais souvent ils sont un peu influencés en tout cas par rapport à leurs besoins. Donc vous avez le bouleau qui est drainant et diurétique. D'ailleurs, vous pouvez aussi extraire de la sève de bouleau au début du printemps. Donc vous pouvez vous la prendre en cure détox, et vous pouvez aussi en faire une cure à vos chevaux. Donc ça c'est intéressant pour la partie drainante. Vous avez le tilleul qui a plutôt lui un côté apaisant, comme la tisane que vous pourriez boire avant d'aller vous coucher. Bah, sur les chevaux, voilà, il y a aussi un côté apaisant dans la consommation de tilleul. Ensuite, il y a l'aubépine, qui est souvent mal aimée à cause de ses épines et qui est pourtant très très importante pour la biodiversité et qui va être qui va être excellent, pardon, pour la circulation sanguine. Et souvent, les chevaux aiment beaucoup manger les fleurs qui sont très parfumées. Ils aiment beaucoup manger les fleurs au printemps de l'aubépine. En tout cas, c'est ce que j'observe à titre personnel sur mes chevaux. Généralement, toutes les fleurs et les jeunes pousses qui sont à la hauteur des chevaux, ben, généralement, elles sont tous mangées. Il y a des fleurs sur la partie plus haute, mais en tout cas, à leur niveau, vraiment, ils se font un grand plaisir au moment de la sortie des fleurs. Et vous avez aussi le saule qui, lui, est un anti-inflammatoire. C'est d'ailleurs du saule qui a été extraite, pardon, une molécule qui a servi à créer l'aspirine. Donc, bah voilà, si vos chevaux veulent consommer du saule, voilà, faut savoir que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Donc là, je vous ai vraiment donné que quatre exemples parce qu'on ne peut pas passer tous les arbres au crible ce soir, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, voilà, vraiment, ils ont tous des bienfaits et les laisser à disposition des chevaux leur permet de se servir au gré de leurs besoins. En termes d'utilisation, pour les arbres fourragers, finalement, il y a plusieurs possibilités. Soit vous laissez vos arbres en libre service, c'est-à-dire que les chevaux vont venir se servir, comme je le disais, quand ils le veulent sur les arbres directement. Bien sûr, il faut protéger les troncs pour éviter que les chevaux ne grignotent toute l'écorce, parce que sur le tronc de l'arbre, si les chevaux mangent toute l'écorce, malheureusement, ils risquent de mourir. Donc on protège au minimum les troncs et on laisse plutôt les chevaux se servir de tout ce qui va dépasser, entre guillemets, des clôtures ou qui va être au-dessus de la clôture. Donc il y a cette possibilité-là, pardon. Et sinon, il y a aussi possibilité de distribuer en verre des branches d'arbres. Donc là, on parle plutôt d'une distribution l'été. Vous pouvez couper quelques branches et les donner à vos chevaux quand l'herbe se fait rare ou tout simplement pour diversifier un petit peu leur alimentation. Alors attention par contre, pas de taille massive pendant l'été. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter et on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas en fait tailler l'intégralité des haies parce qu'on est en période de nidification l'été. Mais par contre, si à titre de, comme je disais, juste à titre de diversification alimentaire, vous voulez couper quelques branches, à partir du moment où vous faites bien attention qu'il n'y a pas de nid, vous pouvez couper quelques branches. Par contre, si vous voulez sortir la grosse machine, la grosse épareuse et venir tailler toutes les haies, là par contre, c'est vraiment pas recommandé et c'est d'ailleurs même interdit pour protéger les oiseaux et la nidification, pardon. Euh, et il y a une autre possibilité encore qui va être le séchage. C'est-à-dire que vous pouvez récolter des branches et les faire sécher pour en distribuer pendant l'hiver, par exemple. Bon, là, par contre, c'est clairement une technique qui va demander du temps, qui va demander aussi d'avoir des infrastructures, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir un bâtiment pour que les branches sèchent à l'abri de l'humidité,
pour qu'elle soit aussi dans un endroit ventilé, à l'abri de la lumière. Donc ça demande quand même pas mal de choses. Ça demande aussi énormément de travail. Donc ça, c'est, je pense, d'une manière générale, plus réservé à des particuliers qui auraient possibilité de faire un petit peu, qui auraient plus de temps en tout cas à consacrer à cela et qui voudraient simplement donner quelques diversifications au cours de l'hiver à leurs chevaux. Donc à mon avis, on est vraiment plutôt sur les deux premières solutions en termes d'utilisation. Alors, en termes de plantation, bah là, c'est assez délicat de vous donner de but en blanc une règle générale parce qu'en fait, oui, il y a autant de possibilités que de projets. C'est-à-dire que vous pouvez planter une haie simple, vous pouvez planter une haie double en termes d'arbres, vous pouvez planter des arbres isolés, peut-être en milieu de pâture pour faire de l'ombre sur votre parcelle et que les chevaux puissent se mettre en dessous. Vous avez aussi possibilité de planter un îlot de plusieurs arbres au milieu d'une parcelle. Vous pouvez aussi décider de planter un petit bosquet. Enfin, vraiment, tout est possible en fonction de ce que vous voulez et en fonction du rendu, de l'utilité que vous voulez donner à vos arbres. Mais en termes de haies, donc on peut avoir déjà la haie simple. Donc là, la distance entre les arbres va dépendre des variétés et va également dépendre de la hauteur que vous voulez donner à vos arbres. C'est-à-dire qu'on peut planter à 1 mètre des charmes, si vous voulez faire une haie de charmilles, puisque le charme et la charmille, c'est exactement la même chose, c'est juste que les charmilles sont des charmes qui sont taillés. Et ces arbres-là, c'est souvent ceux que vous voyez dans les parcs et les châteaux, les jardins, qui sont toutes bien taillées, on leur fait de belles formes un peu géométriques. Ben, il y a souvent du charme qui peut être utilisé pour faire ça. Et par exemple, cet arbre-là, si vous voulez en planter, vous pouvez même encore réduire à moins d'1 mètre l'espacement pour avoir quelque chose de beaucoup plus dense. Mais on va dire que globalement, 1 mètre, c'est à peu près la distance que vous pouvez mettre entre vos arbres. Et si vous voulez des arbres qui vraiment vont devenir beaucoup plus grands et qui ne se gênent pas les uns les autres, au minimum, il faudra mettre 3 mètres. Et après, en fonction de l'envergure de l'arbre que vous plantez, ça peut encore varier. Et la haie double, elle peut être intéressante notamment sur les côtés extérieurs de vos parcelles, puisque le fait de planter 2 lignes et un peu en quinconce, ça va permettre de densifier votre haie et ça en fera une haie à terme qui sera infranchissable. Donc tant pour les gens qui voudraient rentrer chez vous que pour les chevaux qui voudraient sortir, ça peut aussi être utile. Surtout si vous rajoutez dedans des aubépines et quelques épineux. Là, les chevaux ne passeront pas normalement au travers de ça. Et à l'inverse aussi, les gens ne passeront pas à travers des aubépines pour rentrer dans vos pâtures. Et là, sur ce système-là, on va être sur quelque chose d'un peu plus dense, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une haie très, très compacte. Alors, la protection, donc je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut effectivement une protection. Si malheureusement vous plantez vos arbres comme ça dans votre pâture et que vous laissez vos chevaux, je donne pas longtemps en termes de survie à vos arbres, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc la clôture, il faudra au minimum la placer à 1 mètre de vos arbres. Voilà, comme on peut le voir sur la photo, minimum 1 mètre. Ou éventuellement augmenter cette distance si vous voulez avoir des arbres de très haut jet. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment devenir très hauts pour faire de l'ombre, par exemple, sur vos parcelles. Donc là, vous voyez sur la photo en bas à droite, donc ça, c'est mon cheval qui a une forte tendance à me casser toutes mes clôtures. Et là, j'ai pas en fait une ligne de fil assez haute. Et donc, en passant l'encolure par-dessus la clôture, il arrive à étêter les arbres. Donc là, effectivement, ça va pas tuer vos arbres. Par contre, si vous voulez avoir des arbres qui poussent très très haut, bah pour le coup, votre cheval, lui, va lui faire une taille à peu près tous les ans à la même hauteur et vous n'allez pas avoir d'arbre qui va pousser. Donc, soit vous mettez une hauteur de fil supplémentaire devant les arbres pour que les chevaux puissent pas du tout avoir un accès, puissent pas passer l'encolure au-dessus, soit vous prévoyez, si vous avez la place, vous prévoyez de faire une haie, une clôture, pardon, un peu plus loin de vos arbres pour que ça n'arrive pas. Et comme je disais aussi tout à l'heure, l'idée de la clôture, ça va aussi être de protéger les troncs de vos arbres
et le piétinement aussi au pied des arbres, puisque sur des jeunes arbres, si vraiment il y a trop de piétinement sur les racines, ça peut leur poser problème. Après, sur des très 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 gros arbres, si on n'est pas sur une concentration ou un troupeau trop important, ça pourra aller. Mais en tout cas, sur des jeunes arbres, c'est un peu délicat pour eux d'avoir trop de poids et de piétinement au niveau des racines. Alors, pour la plantation, quand et à quel prix? Alors, quand? Bah maintenant. C'est-à-dire que là, on est rentré vraiment dans la période de plantation idéale, puisque les arbres enfin, sont rentrés en période de dormance. Donc là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les arbres fourragers sont toujours des arbres qui vont perdre leurs feuilles, donc des arbres caducs. Donc à partir du moment où les arbres vont perdre leurs feuilles, ils se mettent simplement au repos pour l'hiver. Ils ont fait leur réserve pour l'hiver, ils se mettent au repos. Et donc, les déplanter et les déplacer, les replanter où vous avez besoin à cette période-là, ça va beaucoup moins les stresser et ils vont beaucoup mieux repartir au printemps. Si vous faites de votre plantation à la fin du printemps ou en plein été, clairement, c'est pas du tout le bon moment. Là, les arbres, ils sont en pleine activité. Donc, on réserve la période de plantation début novembre, voire des fois fin octobre. Mais là aussi, ça dépend des saisons. Il faut vraiment que les arbres et commencer à perdre leurs feuilles. Donc, pardon, ça dépend des années. Il y a des années où les arbres vont perdre leurs feuilles un peu plus tôt que d'autres années. Donc, tout va dépendre. Mais pour être sûr, c'est à partir de début novembre et jusque début mars pour les régions plutôt du nord de la France, hein, parce que des fois, dans le sud, on peut même encore raccourcir ce délai-là et se dire que vraiment fin février, vraiment au plus tard. Donc là encore, c'est vraiment à adapter en fonction de la météo, en fonction de votre climat, mais il faut que ce soit fait pendant la période de dormance des arbres. Après, le mieux et le plus économique pour vous, ce sera de choisir des arbres en racines nues. Donc en racines nues, ça veut dire que c'est un arbre qui va vous être livré avec simplement les racines, comme vous pouvez le voir là sur la photo. Il y aura juste les racines, il n'y a pas de terre et il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de peau. Donc en fait, l'avantage, il est aussi écologique dans le sens où il n'y a pas d'intrants pour la production de ces arbres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de pot en plastique. En plus de ça, si vous avez plein d'arbres à planter et que vous devez vous porter tous les pots bien lourds jusque partout dans votre pâture, ça complique énormément les choses. Et en plus de ça, les arbres seront en meilleure santé parce qu'ils auront poussé dans un vrai sol. Donc, ils n'auront pas été contraints par la taille du pot au niveau de leurs racines. Donc, vous allez aussi être sur des arbres de meilleure qualité. Et ils seront plus économiques puisque pas de terreau et pas comment dire, pas de pot en plastique. Ça fait aussi des frais en moins qui ne sont pas ajoutés au prix de l'arbre. Et en termes de budget, il faut compter entre 16 et 30 euros pour un mètre linéaire d'arbre. Là encore, ça dépend, votre budget va vraiment dépendre en fait de votre projet d'une manière générale. Qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr que si vous voulez faire une haie simple ou si vous voulez faire un bosquet, on va pas être sur le même budget. Si vous avez 10 mètres de haie à faire ou si vous en avez 150, toujours pareil. Donc là, vraiment, c'est à voir au cas par cas en fonction de votre budget, des quantités et de votre projet. Alors, du coup, pour conclure un petit peu sur les haies fourragères, les arbres fourragers, donc ils sont importants puisqu'ils vont apporter des bénéfices à vos chevaux d'une manière générale. Donc, on aurait pu faire encore plus et détailler encore plus cette partie-là, mais voilà, il faut aussi qu'on tienne dans le délai imparti. Et c'est une solution d'adaptation face au changement climatique. Là aussi, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai fait vraiment un condensé sur cette partie-là. Ça va aussi aider à la préservation de la biodiversité, préservation de l'environnement. C'est vraiment très important aussi. Et puis, peut-être demain, une source de fourrage complémentaire. Donc, dès qu'on aura des scientifiques ou des personnes qui vont pouvoir nous indiquer des données bien précises et particulières sur les apports nutritifs des arbres fourragers, peut-être que si demain on se retrouve avec une difficulté peut-être dans certaines régions ou à certains moments à avoir du foin, peut-être que les arbres pourront être une solution pour pallier le manque. Alors, ça remplacera jamais du
foin, hein, ça j'en suis certaine. Mais par contre, ça peut peut-être pallier le manque de foin à une certaine période de l'année ou temporairement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que c'était intéressant, que ça vous a plu. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, je suis totalement à votre disposition si vous avez des questions. Dans ce cas-là, n'hésitez pas. Je crois qu'on avait une question qui a été posée durant l'intervention dans le chat. Euh, Qui contacter pour nous conseiller sur les haies en fonction de notre région? eh bien, moi. Oui, moi, je peux vous aider effectivement à ce niveau-là. Alors après, je suis assez facilement joignable, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, par mail, par téléphone, aucun souci. Donc si c'est vraiment juste un conseil sur juste les espèces qui peuvent fonctionner chez vous, je pourrais vous renseigner. Si après vraiment c'est plus sur et la plantation technique, etc., bah pour le coup, là, il faudra passer sur peut-être une prestation où il y aura plus d'heures de travail et qu'on étudie ensemble le projet. Alors, je vois qu'il y a une question pour les planter en racines nues. Faut-il mettre quelque chose dans le trou avant de planter, terreau, etc. Alors, non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez planter directement. Par contre, il y aura quelque chose à mettre au-dessus. Ça, c'est-à-dire que si vous plantez vos arbres, vous rebouchez le trou avec de la terre sans aucun problème. Par contre, ce qui est très très bien à faire, c'est de venir mettre du paillage sur le sol une fois que vous avez planté. Donc, ce que je veux dire par paillage, ça peut être de la paille, ça peut être du vieux foin, ça peut être de la tonte, ça peut être des feuilles mortes, des copeaux de bois. Et en fait, le fait de venir mettre ça au pied de votre arbre, ça va vous permettre de maintenir l'humidité et également qu'il y ait moins d'herbes qui viennent pousser au pied des arbres, parce qu'il faut savoir que l'herbe, elle va rapidement rentrer en concurrence avec l'arbre. C'est-à-dire que les racines de l'herbe, elles sont très étalées sur le sol et elles vont capter toute l'eau avant que l'eau ne pénètre dans le sol et arrive au pied de l'arbre. Donc, mettre du paillage, ça va justement limiter et la pousse de l'herbe et ça va aussi permettre à vos arbres d'avoir un meilleur taux d'humidité. Alors, je vois qu'il y a eu d'autres questions. Alors, combien de temps attendre entre une plantation et la possibilité d'utiliser, pardon, le feuillage? Plusieurs années. Alors, là encore, je vais faire une réponse qui va peut-être pas trop vous plaire, mais en fait, ça dépend. Alors, globalement, on va dire que au bout de 5... Alors, si vous commencez à planter des arbres maintenant, on va dire qu'au bout de 5 ans, vous allez déjà avoir des arbres pour les plus lents, entre guillemets, à pousser, qui vont faire 1 mètre 60, peut-être 1 mètre 60, 1 mètre 70 dans votre haie. Et là, vous allez commencer à pouvoir distribuer quelques feuilles à vos chevaux et quelques branches. Et là où je vous dis ça dépend, c'est que par exemple, si vous avez un sol très humide et que vous plantez chez vous des saules, en une seule année, vous allez pouvoir avoir des arbres qui vont faire 3 mètres de haut. Donc, par contre, si vous êtes dans le sud et que vous êtes sur un climat un peu extrême, il fait chaud, il pleut pas beaucoup, et que vous plantez bah, forcément des espèces qui vont être adaptées au sud, vous n'aurez pas du tout la même pousse que si vous plantez en Normandie. Donc là, c'est très très aléatoire, mais on va dire au minimum, il faudrait compter 5 ans pour réellement avoir quelque chose d'intéressant pour vos chevaux. Et c'est notamment pour ça qu'il faut bah, s'y prendre un peu à l'avance en se disant que bah, on le fait maintenant pour justement pouvoir se servir de tout ça plus tard. Euh, alors, je regarde les suivantes. Bonjour, est-ce que le châtaignier fait partie des arbres fourragers? Alors, le châtaignier n'est pas toxique. Les chevaux peuvent tout à fait consommer les branches, les feuilles, etc. Le seul problème qu'il peut y avoir, même si ce n'est pas toxique, c'est les châtaignes. Parce qu'en fait, les châtaignes, elles sont bourrées d'amidon et de sucre. Donc, elles peuvent poser problème si votre cheval en mange en très grande quantité. Donc, je dirais que si vous avez par exemple déjà un châtaignier sur vos parcelles. Les chevaux peuvent avoir accès aux châtaigniers. Par contre, au moment où vous allez avoir des châtaignes, bah, c'est peut-être mieux de faire un peu comme pour les chênes, de condamner toute la portée de l'arbre pour que les chevaux n'aillent pas se goinfrer de châtaignes. Après, vous pouvez donner même quelques châtaignes en friandises à vos chevaux, c'est pas toxique. Mais par contre, ça peut être vraiment problématique, c'est si les chevaux sont trop gourmands et en mangent en grande quantité.
Alors ce sera pas mortel, mais il risque soit d'énormément grossir, soit de faire des coliques par rapport à ce qui est contenu dans les châtaignes. Mais voilà, c'est pas toxique, mais voilà, c'est plutôt à mesurer en tout cas en termes de fourrage. Alors, existe-t-il des aides pour l'achat et l'installation de haies fourragères? Alors, oui, ça existe. Après, tout dépend de votre région. Et en plus, ça, c'est un peu embêtant, je trouve, avec les aides. Bon, ça, c'est que mon avis personnel. Peut-être que d'autres personnes vous diront autre chose. Mais c'est que globalement, les aides ne sont pas pareilles en fonction des régions. Elles ne sont pas pareilles si vous êtes professionnel, particulier, etc. Donc là, en fait, je pense qu'il faut peut-être vous renseigner. Alors, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois que maintenant, les conseils des chevaux peuvent aider. Alors, je ne sais pas si on me contredira ou pas, mais il me semble qu'ils peuvent vous conseiller sur les subventions ou sur les aides que vous pouvez avoir pour l'implantation de haies fourragères. Après, à voir directement peut-être avec le conseil des chevaux de votre région. Oui, normalement, du coup, il peut y avoir effectivement des ressources sur les subventions qui sont disponibles dans chaque région qui vont être propres à la filière équine. Alors, du coup, je me le suis noté parce que là, de tête, je ne pourrais pas vous dire, par exemple, en Normandie, quelles vont être les subventions, mais je vais me renseigner et n'hésitez pas parce que du coup, on mettra les informations sur nos réseaux en post pour avoir du coup plus d'aide plus d'informations précises sur ces aides et on essaiera de les mettre également en ressources sur le site internet comme ça du label Écuresse. Comme ça, vous pourrez avoir peut-être plus d'informations. Et après, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, ça va être très disparate selon les régions, tout simplement parce que c'est pas les mêmes choix stratégiques. On a des régions également qui sont pas touchées par les mêmes climats et donc qui n'ont pas la même appétence pour certaines problématiques, contrairement à d'autres, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir du côté des conseils des chevaux s'ils peuvent vous renseigner sur les subventions et également ne pas hésiter à chercher les subventions qui vont être en dehors de la filière équine, d'autres subventions agricoles qui vont englober filière équine et autres. Des fois, on peut trouver des aides, mais qui ne sont pas propres à la filière équine et que vous pouvez toucher également. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, les aides, elles sont pas liées à la filière équine, elles sont liées plutôt aux régions directement. Donc là, faut vous renseigner pour ça. Je saurais pas vous dire. C'est tellement pas pareil partout qu'il vaut mieux. Si je vous dis que vous avez le droit à tant pour une haie et que finalement vous vous renseignez que vous n'y avez pas le droit parce que vous n'êtes pas dans la région. Pour laquelle j'ai eu l'information, c'est toujours un peu délicat. Donc ça aussi, c'est à voir au cas par cas. Mais c'est sûr, ça existe pour les professionnels. Après, j'ai certaines régions, a priori, où il y a eu aussi des aides pour les particuliers, pour la replantation de haies. Donc à voir, à voir. Enfin, vraiment, renseignez-vous, mais en tout cas, ça vaut le coup de se renseigner à ce niveau-là. Alors, après, j'ai une autre question. Merci pour cette chouette présentation, avec plaisir. Sur une pâture nue ou neuve, quels peuvent être les basiques à planter et que privilégier? Au nord, ouest, bosquet, arbres, sol, etc. Alors déjà, bah, vous êtes d'où? Quelle région déjà? Parce que ça va énormément jouer sur ce que vous voulez. Ce que vous pouvez, pardon, planter. Après, en fait, il faut d'abord réfléchir, je pense, avant de planter des arbres, à part si c'est vraiment pour faire le tour global de votre propriété, où là, il n'y a pas trop de réflexion à avoir sur la plantation. Si vous voulez planter plutôt à l'intérieur de vos parcelles ou délimiter des parcelles, c'est vraiment important, si vous venez d'arriver sur un terrain, c'est de prendre le temps de voir comment vous allez organiser votre terrain pour savoir où est-ce que vous allez planter. C'est-à-dire que si bah voilà, vous dites il faut planter des arbres, vous commencez à planter vos arbres, et puis bah, dans 5 ans, vous dites mais j'aurais jamais dû les mettre là parce qu'en fait, c'est pas pratique. Donc, c'est bien de se porter aussi, enfin oui, de faire une vraie réflexion là-dessus avant de se lancer dans la plantation d'arbres pour planter des arbres. Alors, c'est bien, c'est une bonne initiative, mais pour que ce soit en tout cas une réussite et que vous soyez pas découragé et que vous n'ayez pas besoin de déplacer les arbres par la suite, faut vraiment réfléchir au projet en global. Euh,
Alors, donc là, existe-t-il des subventions? Donc, on en a parlé. La période de plantation étant jusqu'en mars, est-il toutefois risqué de planter les arbres en période de gel ou de neige? Alors oui, c'est une excellente question parce qu'effectivement, c'est pendant cette période-là que c'est le mieux de planter les arbres. Mais alors, il va falloir le faire hors gel. Et c'est pour ça que je dis en fait, la période de plantation, la saison de plantation, c'est celle-ci. Maintenant, en fonction exactement de l'endroit où vous êtes, de votre région, on peut adapter un petit peu. Donc, les arbres, il ne faut pas les planter effectivement en période de gel. Alors déjà, parce qu'en période de gel, vous allez tout simplement pas pouvoir faire un trou dans le sol. Déjà, voilà, la limite, elle est, elle est déjà là. Et en fait, si vous avez des petites gelées la nuit, vraiment des toutes petites gelées à -1, -2, mais que par contre, bah, dès le matin, ça se réchauffe, le sol se dégèle et puis il n'y a pas du tout de gel toute la journée. Là, c'est pas un problème pour planter vos arbres en fait. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire parce que les arbres fourragers, tous les arbres fourragers sont très bien résistants aussi au froid. Donc même s'ils sont plantés, euh, comment dire, pendant une période de froid ou qu'il y a un petit peu de gel la nuit, c'est pas gênant. Par contre, si vous êtes sur une période de gel total et recouvert de neige, là non, effectivement, il faut pas planter. Il vaut mieux attendre. Alors soit attendre que le froid, la vague de froid d'hiver soit passée. Donc vraiment planter tout début, vraiment tout début du printemps, soit à l'inverse, peut-être s'y prendre un petit peu plus tôt et venir planter dans ces régions-là au besoin à la fin de l'automne. Avez-vous une idée du temps à passer pour l'entretien des haies par année et avec quel matériel? Bah alors encore une fois, ça dépend de quoi on parle en termes de haies. Si on, comment dire, si vous avez une haie autour d'une parcelle d'1 hectare ou si vous avez 50 hectares, on va pas du tout être sur le même entretien en termes de taille. Euh, Après, ça dépend aussi de votre équipement, avec quoi vous êtes équipé pour tailler les haies. Ça dépend aussi si vous souhaitez forcément les tailler, puisque en fonction de l'utilité que vous voulez leur donner, il y a des haies qui vont pas, qui vont être laissées plutôt sauvages, naturelles et s'implanter et devenir un peu plus importantes. Mais sinon, c'est délicat de vous donner comment dire, de vous donner quelque chose de très précis. C'est pareil, ça va dépendre de la personne qui le fait. Il y a vraiment beaucoup de critères qui peuvent rentrer rentrer en ligne de compte. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une moyenne globale de ce que ça pouvait représenter effectivement en temps et surtout en termes de matériel. Je ne saurais pas vous donner de réponse extrêmement précise à ce niveau-là, je suis désolée. Ah, alors pour la zone humide, du saule. Mettez du saule, vous verrez, vous allez être agréablement surpris. Pour donner un petit exemple, j'ai chez moi en fait un saule pleureur que j'ai planté en 2019. Donc là, il a 5 ans et il devait mesurer, mais vraiment, je vous assure que c'est vrai, il devait mesurer -1 mètre. C'est sûr, il faisait -1 mètre de haut. Il avait un tronc qui était pas plus gros que la taille de mon pouce. Et bah, aujourd'hui, il a un tronc qui est comme ça, qui fait 10 mètres d'envergure. Et en termes de hauteur, il fait déjà 6 mètres. Parce qu'il a été planté en zone humide, les pieds dans l'eau. Donc, si vous voulez quelque chose en plus qui pousse vite, le saule, c'est extrêmement rapide et très facile à faire pousser. Saule pour sol argileux aussi. Oui, oui, pour sol argileux aussi. Je crois que j'ai déjà du saule blanc. Bah après, il y a le saule blanc. Vous pouvez ajouter du saule pleureur, du saule osier, du saule à vannerie, qui peut aussi très bien fonctionner. Donc oui, oui, y compris vraiment en terrain argileux, aucun problème. Et quelque chose qui va moins haut, justement. Ah, si vous préférez justement quelque chose qui va moins haut. Bah après, en fait, le saule, c'est pareil, ça se taille très bien. Vous pouvez tout simplement le tailler à la hauteur que vous voulez. Et petite précision, c'est peut-être ça justement aussi que vous vouliez dire par là. Il n'y a pas d'arbre fourragé qui va se limiter à 1,50 m ou 2 mètres de haut. Quoi qu'il arrive, c'est vous, si vous souhaitez que ça se limite à une certaine hauteur, c'est vous qui allez devoir par contre les tailler. Puisqu'en fait, il n'y a pas de... Parmi les arbres fourragers, il n'y en a aucun qui a une croissance définie à un maximum 2 mètres de haut.
À part bah, si vous voulez mettre des cassissiers, des groseilliers qui eux n'iront pas au-delà. Mais sinon, voilà, les arbres fourragers, ils iront forcément au-delà si vous ne les taillez pas. Pour ma part, je suis en pâturage tournant sans arbre avec haies qui entourent les pâtures. C'est pour ça que je me demandais ce que je pourrais mettre dans chaque pâture pour apporter de la diversité. Alors oui, bah ça c'est vraiment une bonne chose. Si déjà vous avez en tout cas des haies qui entourent la pâture, je trouve ça déjà extrêmement bien parce que bah, c'est malheureusement plus le cas dans beaucoup de lieux, enfin de structures équestres ou même chez les particuliers qui ont des chevaux chez eux, c'est pas toujours, vraiment pas toujours le cas qu'il y a des haies qui font le tour, donc c'est déjà bien d'avoir ça. Et après, en termes de diversité, bah, encore une fois, ça dépend de votre sol, ça dépend de votre région, ça dépend de votre climat. C'est un peu délicat de vous donner une réponse comme ça de but en blanc parce que l'idée, c'est pas que je vous dise vous pouvez mettre ça et ça et que ce soit pas la bonne solution et que vous vous retrouviez face à un échec, c'est plutôt dommage. Donc là, vraiment, si vous avez des questions très particulières par rapport à votre cas particulier, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre soit sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer un mail ou à me contacter par téléphone. Enfin, vraiment, on peut échanger à ce sujet et ce sera avec grand plaisir pour le coup. Un cœur c'est déjà présent, faut au moins 7 mètres. Oui, bah ça m'étonne pas, hein, les saules, ça, ça pousse plutôt très bien. Alors, sur terrain plutôt léger, que conseillez-vous? Alors, encore une fois, bah, ça dépend où est-ce qu'il est situé, votre terrain léger. Argilo-calcaire comme en région centre. Bretagne. D'accord. Alors là, vous avez, si c'est en Bretagne, ça veut dire que vous avez plutôt une bonne pluviométrie, sans vouloir être désagréable. Bon, après, je suis dans les Hauts-de-France, donc vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai une très bonne pluviométrie. Mais bah, après, vous pouvez a priori planter certainement dans du saule qui va pousser rapidement. Il y a certains arbres, par contre, qui vont peut-être pas être recommandés sur des sols très légers. Par exemple, les peupliers, parce qu'ils ont un enracinement très superficiel et ils sont beaucoup plus sujets sur un sol très léger à être déraciné par le vent. Alors, c'est pas systématique et voilà, mais en tout cas, il y a un peu plus de risque quand les terrains sont assez légers. Sinon, en terrain léger, a priori, vous devriez pouvoir planter du noisetier, du charme. Après, encore une fois, je vous dis, le mieux est quand même d'avoir un peu plus de précision pour vous donner comment dire, des espèces qui soient vraiment adaptées à votre situation. Mais à partir du moment, en fait, tant que vous êtes au-dessus, globalement, si vous êtes au-dessus de la Loire, c'est plutôt facile. C'est quand vous allez être en dessous où on va avoir un peu plus de difficultés, en tout cas, à trouver des espèces. Et plus on se rapproche vers le sud, et plus on a des difficultés à trouver des espèces qui résistent aux fortes chaleurs. Parce que nous, je vous dis, hein, dans les Hauts-de-France, si vous êtes dans cette région un peu au nord de la France, on a eu énormément de pluie pendant tout l'été, hein. Ça a même été un peu tristoun, hein, d'avoir que de la pluie tout l'été. Bon, les arbres sont très bien portés et même d'ailleurs ont été très contents de ça. Mais par contre, au sud de la France, il n'y avait pas d'eau du tout, hein. J'ai pas mal de clients qui ont planté et qui m'ont dit, oh là là, il faut arroser tous les jours parce que bah, les arbres, les premières années, c'est compliqué pour eux. Il faut vraiment être derrière eux et les arroser quand il n'y a pas assez de pluviométrie en tout cas. Ok, merci, je vous contacterai. Bah, avec plaisir, vraiment, ça me ferait plaisir. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions, a priori. N'hésitez pas, c'est le moment, il reste 6 minutes. Moi, si jamais j'avais une petite question, parce qu'on parle de pour la plantation, pour les faire naître, en quelque sorte. Oui. Mais la gestion de la fin de vie, imaginons que comme pour un arbre, la haie devient malade ou autre, donc on est sur la fin de vie, est-ce qu'il faut la retirer directement? Est-ce qu'il faut la laisser mourir gentiment? Et est-ce qu'on peut replanter juste derrière au même endroit ou est-ce que le sol va être trop fragile à ce moment-là? Alors, c'est une très bonne question. Replanter au même endroit, ça va dépendre. Est-ce que la haie, elle est morte parce qu'il y a une maladie? Donc, s'il y a une maladie, on va éviter de replanter la même chose à côté parce qu'a priori, il y a de très fortes chances que le sol soit contaminé par la maladie.
Maintenant, si c'est une haie qui est juste en fin de vie, parce que vraiment elle est là depuis très très longtemps et que les arbres sont un petit peu fatigués, il n'y a aucun problème à venir replanter des arbres pas très loin. Et d'une manière générale, je serais plutôt d'avis, à part s'il y a un problème de place, c'est-à-dire si vous manquez de place sur votre parcelle et que vraiment vous préférez retirer pour replanter, pourquoi pas. Mais il faut savoir que si vous avez la place, laisser une haie, même si les arbres sont un peu en fin de vie, ça va toujours être un plus parce que ça va permettre d'offrir aussi un gîte à la biodiversité. Donc ça, par exemple, si vous avez du branchage, moi c'est ce que je fais par exemple, pour juste vous donner l'exemple. Mais si je coupe des branches que je donne à mes chevaux, ils vont manger les feuilles, les bourgeons, les plus petites branches. Et après, passé un certain diamètre, ils vont manger un peu l'écorce sur la branche, mais ils vont pas manger des énormes branches. Et dans ce cas-là, toutes ces branches, vous pouvez soit venir les mettre au pied de vos haies, soit en faire un tas pour la biodiversité. Et ça, généralement, c'est un très bon refuge, par exemple, pour les hérissons ou pour tout un tas d'autres petites bêtes. Donc la haie, même si elle est mourante, entre guillemets, à part si c'est une maladie, là, il faudrait déterminer si réellement il y a une maladie qui est problématique. Là, il vaut peut-être mieux effectivement la retirer pour pas que la maladie puisse se propager à d'autres plantations. Mais sinon, elle peut aussi jouer un rôle, même si les arbres sont en fin de vie, en tout cas. Et comme je le dis aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des arbres morts et qui veulent toujours les couper parce que c'est pas propre. Euh, alors, je dis pas qu'il faut pas les couper. Il y en a certains où vraiment ils sont dangereux. Il faut évaluer la dangerosité de l'arbre qui peut potentiellement tomber ou pas. Mais il y a des arbres morts qui sont malheureusement coupés alors qu'ils pourraient être laissés sur pied en fait et ils vont servir justement aussi d'abri à tout un tas enfin, tout un tas d'animaux de faune sauvage et vraiment ça peut être très intéressant. Donc juste, faut pas les couper à chaque fois parce que il est mort, il faut le couper. Il peut rester en place s'il n'est pas dangereux, il n'y a aucun souci avec ça. Avez-vous déjà vu des projets qui mélangent des arbres fourragers avec des arbres fruitiers qui sont récoltés? Alors oui, c'est possible. Enfin alors, vu un projet, non, pas un projet en particulier, mais je sais que chez moi, je prends l'exemple parce que moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, j'ai une parcelle dans laquelle j'ai et des arbres fourragers et des arbres fruitiers. Par contre, je fonctionne en pâturage tournant. Et la parcelle où j'ai implanté des fruitiers, je sais que je vais pouvoir, des vrais fruitiers, hein, avec des pommes pour notre consommation à nous, par exemple, des pommes, des poires. Je sais que cette parcelle-là, je vais pouvoir la fermer et les chevaux ne vont pas y avoir accès quand il y aura des fruits. Parce qu'en fait, c'est juste ça qu'il faut arriver à gérer, c'est-à-dire ne mettez pas des fruitiers partout, essayez plutôt de les regrouper sur une parcelle que vous pourrez condamner au moment de la fructification pour éviter que vos chevaux viennent manger toutes les pommes ou toutes les poires et qu'ils aient un excès de sucre, même si évidemment, encore une fois, il n'y a pas de toxicité dans ces fruits-là, mais par contre, la quantité peut poser problème. Donc, c'est possible de l'intégrer, en tout cas, intelligemment dans un système. On peut aussi mettre des fruitiers qui peuvent tout à fait nous servir ou servir aussi aux chevaux.